Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Si vous pensiez comme moi il y a quelques mois que les hausses de taux d'intérêt étaient terminées, eh bien vous vous êtes trompé. Avec les données de l'emploi qui sont sorties vendredi dernier, que ce soit du côté de la Fed ou de la Banque du Canada, les hausses de taux d'intérêt vont repartir. Le bal est reparti. Donc on devrait s'attendre à ce que mercredi, par exemple, la Banque du Canada annonce une nouvelle hausse de 25 points de base et que la Fed, à la fin juillet, fasse de même. Alors qu'est-ce qui se passe du côté du marché de l'emploi? Pourquoi ça risque d'inciter les banques centrales en Amérique du Nord, du moins au Canada et aux États-Unis, à relever leur taux d'intérêt? Eh bien, allons voir les données en détail. Toutefois, avant d'aller voir les données du marché de l'emploi, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, penchons-nous sur le pourquoi un marché de l'emploi ou un marché du travail fort amène les banques centrales à relever leur taux d'intérêt. Eh bien, c'est simple. Lorsque vous avez des travailleurs ou des consommateurs, justement, qui conservent leur emploi, qui ont des gains salariaux importants d'une année à l'autre, eh bien, ça pousse les dépenses de consommation à la hausse et avec elles, les prix. Les banques centrales ont peur que les dépenses de consommation amènent l'inflation à rester coincée au-dessus de la cible ou de leur cible d'inflation de 2 ce qui les amène à relever leur taux directeur. Alors, penchons-nous sur les données de l'emploi qui ont été publiées vendredi dernier et vous allez comprendre un peu ce qui se passe au sud et au nord de la frontière entre le Canada et les États-Unis. D'abord, les marchés, il n'y a pas de doute, anticipent clairement une hausse du taux d'intérêt aux États-Unis avec 92 des participants du marché qui pensent qu'à la fin juillet, la Fed va relever de 25 points de base son taux directeur après avoir fait une pause lors de la dernière rencontre. Et ce, même si l'inflation aux États-Unis continue sa chute depuis les sommets atteints au cours de l'été dernier. C'est la même chose du côté du Canada. L'inflation qui est maintenant à 3,4 mais les banques centrales s'acharnent à poursuivre leur hausse de taux directeur. Comme je vous le disais en début de vidéo, les banques centrales ont peur que l'inflation reste coincée au-dessus de leur cible de 2 D'abord, on a eu aux États-Unis un premier rapport qui a été publié par ADP, qui est une firme privée qui recense les créations d'emplois, qui a fait peur au marché parce que les créations d'emplois étaient très élevées. On parlait de 500 000 nouveaux emplois créés pour le mois de juin. Ça s'est avéré complètement trompeur dans la mesure où le rapport qui est publié par ADP a été fidèle à lui-même. C'est un rapport qui est souvent très imprécis. Les données officielles sont sorties vendredi, 209 000 création d'emplois aux États-Unis au mois de juin. Les attentes étaient de 225 000, donc sous les attentes, ce qui a, je dirais, calmé les marchés. Maintenant, on anticipe une hausse, oui, de 25 points de base en juillet, mais pour la hausse de septembre, c'est plutôt incertain. Alors, le taux de chômage est descendu à 3,6 donc clairement, on reste au plancher du côté du taux de chômage aux États-Unis. Et la croissance des salaires qui est à 4,4 eh bien, cette croissance des salaires se maintient. Mais elle reste bien sûr déphasée par rapport à la cible de 2 de la Fed, ce qui, bien évidemment, amène les consommateurs peut-être à dépenser un peu plus que aimerait le voir la Banque centrale américaine. Malheureusement pour nous, la participation au travail qui, elle, se maintient aussi à 62,6 Les demandes de taux de chômage, elles aussi, donc ça varie. La tendance est à la hausse, mais on est quand même encore très bas lorsqu'on parle de la moyenne mobile 4 semaines. Fait important, lorsqu'on va voir le rapport sur l'emploi qui a été publié par le Bureau of Labor Statistics, lorsqu'on regarde le Household Survey, vous vous rappelez, le mois dernier, je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer qu'il y avait deux rapports qui sont publiés mensuellement du côté des États-Unis. Vous avez le Household Survey, vous avez le Establishment Survey. Le Household Survey, donc c'est essentiellement un sondage économique qui est fait du côté des ménages. Donc on appelle les ménages et on leur demande s'ils sont à l'emploi ou pas. Et du côté de l'Establishment Survey, donc on appelle des entreprises, donc on leur demande s'ils ont créé des emplois. Le hic, c'est qu'avec le Establishment Survey, et c'est celui qui est publié dans lequel on vous dit qu'il y a eu 209 000 créations d'emplois en juin. Alors dans ce rapport-là, on peut compter, on compte les emplois en double essentiellement. Donc si par exemple moi je décroche un emploi à temps partiel durant le mois de juin, eh bien, je vais compter comme une création d'emploi alors que j'ai déjà un autre emploi à temps plein. Ça amène peut-être les participants du marché à regarder le marché de l'emploi avec des lunettes roses parce que lorsqu'on regarde le Household Survey, donc lui, on vous demande seulement est-ce que vous êtes à l'emploi, oui ou non, peu importe le nombre d'emplois que vous avez. Eh bien, on nous a dit dans ce rapport-là que le taux de chômage n'avait pas, le nombre de gens au chômage n'avait pas changé à 6 millions.
Par contre, lorsque vous allez voir les données de façon un peu plus granulaire, et là, juste avant, je vous montre ici un élément très important. En fait, on a révisé les créations d'emplois des mois derniers et ces révisions ont été faites à la baisse. Donc, le marché d'emploi qui semblait très robuste au courant des mois d'avril, de mai, eh bien, ça a été revu à la baisse. Donc, quand même une baisse de 77 000 emplois en avril et une baisse de 33 000 en mai. Tout de même, c'est quand même une baisse de création d'emplois de 110 000. Alors, je vous parlais des données de granulaires, là. Si on s'en va voir le Household Survey, donc qui nous indique, je pense, de façon beaucoup plus précise le nombre de gens qui sont à l'emploi et non pas le nombre de créations d'emplois, on est en train de former un plateau. C'est-à-dire que si vous vous rappelez bien, dans la vidéo que j'ai faite le mois dernier, on avait eu une perte de un peu plus de 300 000 emplois du côté du Household Survey. Donc, il y a 300 000 personnes aux États-Unis quand même qui avaient perdu leur emploi. Maintenant, ce mois-ci, on a eu un gain de 273 000. Donc, essentiellement, le Household Survey a connu un plafond aux États-Unis en avril et on n'a pas encore dépassé ce plafond-là, ce qui veut dire qu'on est en train de former un plateau du côté du nombre de gens à l'emploi aux États-Unis. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on regarde les données historiques, l'historique du taux de chômage aux États-Unis, bien, vous voyez qu'à chaque fois qu'on forme cette espèce de plateau, et là, je vous montre U3. Donc ça, c'est le taux de chômage rapporté là, par le BLS mensuellement. À chaque fois qu'on forme un plateau, et là le plateau se fait à la baisse parce qu'on parle du taux de chômage, donc plus il est bas, la courbe là, descend. Et à chaque fois qu'on forme un plateau de cette façon-là, et on est en train de le former ce plateau, comme je vous ai dit, on n'a pas dépassé le sommet atteint en avril dernier du côté du Household Survey, eh bien, voyez ce qui se passe tout de suite après, les pertes d'emploi commencent à être enregistrées dans le système. Donc, autrement dit, au point où on est actuellement du côté du marché de l'emploi américain, on ne peut plus aller plus haut. On a atteint, là, je dirais, le plafond. Donc, on va prochainement décoller du plafond pour baisser. C'est-à-dire qu'on va avoir des pertes d'emploi. Donc, ça s'en vient. Clairement, c'est ce que j'entrevois à travers les données du BLS. Maintenant, parlons du Canada parce que mercredi prochain, la Banque du Canada se réunit, elle, pour prendre une décision de politique monétaire et elle va aussi publier son plus récent rapport sur la politique monétaire au Canada. Donc, encore une fois, au Canada, on a eu vraiment un bon rapport du côté de l'emploi. Donc, 60 000 nouveaux emplois qui ont été ajoutés en juin, donc ce qui a battu l'estimé de 20 000 emplois. Donc, ce n'est pas surprenant, c'est toujours le cas pratiquement mois après mois au Canada. Le taux de chômage qui est à 5,4 donc, c'est encore très bas historiquement pour ce qui est des données du Canada. Fait important, la croissance des salaires ralentit au pays aussi. Donc, elle est passée à 4,2 alors que jusqu'en mai dernier, elle était toujours au nord de 5 Donc, clairement, on voit que la croissance des salaires diminue, ce qui est un bon signe. Mais avec un rapport sur l'emploi aussi fort au Canada, la Banque du Canada devrait elle aussi, mercredi, annoncer une hausse de 25 points de base. Donc, avec, on se rappelle, au premier trimestre, la croissance qui était plus forte qu'anticipée. Et là, le marché de l'emploi qui reste plutôt résilient. Oui, l'inflation au pays est descendue donc à 3,4 À mon avis, ce serait assez pour renouer avec la pause qui avait été annoncée initialement en janvier, mais probablement que la Banque centrale va vouloir être prudente, va vouloir éviter justement que l'inflation reste coincée au-dessus de sa cible de 2 et va annoncer une hausse de 25 points de base. Du moins, c'est ce que j'anticipe. Par contre, ce que les banques centrales sous-estiment, c'est, je dirais, l'effet lance-pierre que ça risque de créer sur l'économie. Et justement, aujourd'hui, le gouverneur Bailey de la Banque d'Angleterre nous disait que des hausses précédentes, donc dans le resserrement monétaire, n'avaient toujours pas atteint l'économie britannique. On se rappelle donc un peu l'économie britannique là, qui est essentiellement au même niveau que la Banque du Canada en termes de resserrement de la politique monétaire. Ce qui veut dire que si le gouverneur de la Banque d'Angleterre nous dit que les hausses précédentes n'ont toujours pas atteint l'économie, eh bien, on en déduit que c'est un peu le même principe qui s'applique ici au Canada et aux États-Unis. Alors, cet effet lance-pierre, c'est quoi? C'est qu'il y a un décalage entre l'action de charger la politique monétaire, donc mettre sous tension l'élastique, et le relâchement qui, lui, est le transfert de la puissance dans l'élastique vers la pierre qui la propulse. Eh bien, c'est un peu cet effet-là qui se passe aussi avec les hausses de taux d'intérêt. Donc, on craint le lance-pierre, on le met sous tension, donc en haussant les taux d'intérêt, et puis éventuellement, l'effet
se propage dans l'économie en un choc assez brusque. Donc, c'est le risque potentiel qui peut affecter les économies ou pourrait affecter les économies du Canada et des États-Unis en raison des hausses cumulatives de taux d'intérêt qui ont été injectées et l'absence de pause qui permet justement de jauger l'impact du transfert de ces hausses de taux d'intérêt dans l'économie. Alors, mercredi prochain, on va se parler de la décision de la Banque du Canada. Et en terminant, laissez-moi savoir dans la zone de commentaires si vous pensez qu'effectivement les banques centrales devraient, sur la base des données sur l'emploi qui ont été publiées vendredi dernier, relever leur taux d'intérêt. Si vous pensez que la Banque du Canada va relever son taux directeur mercredi prochain, ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.